À l'occasion des 24 heures du Mans, Motojournal s'est intéressé à une bien curieuse secte, le CERT, le Suzuki Endurance Racing Team. C'est 12 titres en endurance sur Suzuki, 8 victoires aux 24 heures du Mans, 13 au bol d'or, mais aussi 6 questions connes posées par Motojournal. Question con numéro 4. Tu joues contre Josiane, hein, n'oublie pas. Ah, Josiane. Josiane. Tu es prêt, Dominique? Oui. Je coûtais 42 500 francs en 1985 et pour cette somme, j'étais une super machine de route, également capable de finir 5e en endurance, moyennant quelques aménagements et une paire de pneus slick. Je suis devenu une des sportives les plus incroyables jamais sorties. Mon nom se compose de 4 consonnes, tellement imprononçables que certains m'appellent Jex. Je suis... Oui, c'est GSX-R 750. 1985, la grande aventure GSX-R débute. Alors que la concurrence affiche 220 kg à sec et 80 chevaux, Suzuki lève le voile, après une seule et petite année de développement, sur une machine de série qui cumule le meilleur de la technologie en compétition. Le résultat, 175 kg déclarés à sec et 100 chevaux. Cul carré, cadre alu, double phare façon endurance, cadran de compteur à fond blanc, la GSX-R 750 fait figure d'épouvantail et va révolutionner la conception des motos sportives. 25 ans plus tard, soit une longévité unique dans la production des sportives japonaises, la GSX-R existe toujours, poursuivant la même quête de perfection. 25 années, 25 modèles de série et donc 25 motos de course que Dominique Mélian a conservé quasi religieusement dans son intégralité. Alors, c'est ça, Dominique, les 2-3 miniatures que tu as souhaité garder? Ouais, les 2-3 miniatures, comme on dit. On aurait pu les faire en plus, mais non, on s'est contenté de les mettre comme ça dans un aquarium. Et en quoi la GSX-R a-t-elle tout changé? Et a-t-elle tout changé? La conception même de la moto, l'avènement un petit peu de ce qu'est l'aluminium dans une moto autre qu'une moto de compétition, et puis, si tu veux, des réactions de moto, de route, quand même très proches de ce que l'on avait, nous, en course. On a retrouvé une moto vive, on a retrouvé une moto qui réagissait, une moto qui avait du caractère. Je ne dis pas que les autres marques n'avaient pas, mais c'était quand même une moto qui est arrivée avec le tout servi sur un seul menu. L'histoire nous impose de dire que la jeunesse de la GSX-R a commencé 4 ans plus tôt, soit en 1981. Dominique, Oui. c'est pas une GSX-R, ça, qu'est-ce que tu nous fais? Bah, tu m'as demandé une belle moto, je te sors une belle moto. D'accord. Si tu veux, ça c'est une moto qui a une grosse histoire, puisque c'est la première moto engagée par Suzuki. Or, c'est vrai, c'est pas une GSX-R, c'est une GS1000. À l'époque, en 80, la GSX-R n'était pas encore née. En quoi elle a influencé les GSX-R, cette moto? Influencer, c'est difficile. Si tu veux, quand tu la regardes bien, c'est une moto standard, normale, avec un cadre en acier, avec 2 amortisseurs à l'arrière, avec un tas de choses qui paraissent aujourd'hui un petit peu bof, oui, elle n'a rien de transcendant. Or, si tu veux, c'était l'application par rapport au règlement d'un châssis standard entre guillemets à la compétition et à la compétition top niveau, puisque si tu veux, cette moto à sa première participation a fini second aux 24 heures du Mans, seconde aux 24 heures du Mans, ce qui n'était pas quand même la moindre des choses. Nous avons avec cette moto gagné en Autriche, fait 4e à Suzuka. Donc si tu veux, bien qu'une moto normale et standard, un grand coup de pied dans un petit peu cette fourmilière de l'endurance, une petite révolution qui a mis, si tu veux, un peu en balance les gens qui, eux, étaient déjà installés et se pensaient indétrônables de l'endurance. Donc, pour moi, c'est toute une valeur, tout un symbole par une moto qui, somme toute, te paraît tout à fait standard. 1983. On est toujours sur une GS1000. Le moteur. Le moteur GS1000, la première moto titrée en endurance. Et puis sur le côté technique, cette moto, bien qu'une 1000, c'est vrai que pour les purs, on va dire, bah, c'est pas une GSX-R. Pour nous, si tu veux, c'est le début, les premiers plans qui vont servir à cette saga GSX-R, puisque cette moto, c'est la première moto avec un cadre aluminium. L'aluminium rend cette moto et rend un châssis très très rigide. Si tu veux, c'est le début de ce que l'on appelle une moto de compétition avec des réactions toujours en endurance, de motos de course. Passer du saucisson lion au saucisson sec de montagne. Si tu veux, voilà. Pour être sec, c'était sec, puisque les premiers tours de roue, nos pilotes n'en voulaient pas de cette moto. Et elle pesait combien cette moto à l'époque? Si tu veux, c'était quand même très lourd. À l'époque, tu voisonnais quand même les 195 kg. On a gagné 7-8 kg, ce qui est quand même pas mal, puisque le seul gain s'est fait sur le cadre. Ouais. 1985,
Elle est née, la divine enfant. La GSXR. Eh oui, eh oui, eh oui. Et en quoi? Alors ça, c'est la révolution à l'époque. Et révolution. c'est ce qui fait que tous les pilotes veulent quand même rouler avec, quoi. C'est vrai. Alors révolution, je ne sais pas si c'est une révolution. Tu vois, depuis que tu es là, tu as vu un petit peu une application qui a évolué de moto en moto sur les GS1000. Et tout à l'heure, on a vu la dernière, la 83, avec son ensemble cadre aluminium. Donc là, on le retrouve, ce cadre, en application directe sur cette moto de course qui devient, la même année, la moto de Monsieur Tout-le-Monde. C'est en cela que c'est la révolution. Elle pesait combien, ça? Ah, ça faisait 180 kg, 185 kg à peu près. Et les gens ne se sont pas dit, ils sont dingues, ils oui, sont allés parce trop que- loin. Ben voilà, parce que si tu veux, une moto d'endurance, c'était 200 kg à l'époque. Et là, fallait les trouver, les 15 kg. Et donc, il fallait les trouver, c'est vrai, sur le cadre, mais aussi sur le moteur. Et là, on retrouve, par rapport aux anciennes générations de moteurs, un moteur qui paraît, tout du moins à l'époque, tout petit. Ouais. Des fonderies qui étaient élaborées, des fonderies qui étaient fines, une technique moteur, si tu veux, surtout issue de l'aviation, qui, pour les gens, ont tombé un peu des nues. 1993, on est sur celle qui te fait pleurer aussi fort que si on t'arrachait un poil du... Ben, si tu veux, c'est une moto, un peu notre moto fétiche, puisque tu sais que dans l'endurance, on se doit de respecter des règlements qui ont beaucoup évolué sur ces années, tant sur les cylindrées que sur la conception des moteurs, issus ou pas d'un moteur de série, sur des cadres, prototypes ou pas. Et là, on retrouve, si tu veux, la dernière moto que j'appellerais moto d'usine, avec un vrai cadre prototype, dans lequel, bien sûr, on a mis un moteur qui, lui, est issu de la série, tout du moins dans les fonderies. Puisque on n'est pas prototype du fait de ses fonderies d'origine, mais l'intérieur du moteur, on fait notre salade, on fait ce que l'on veut. Mais c'est surtout une moto sur laquelle on pouvait jouer sur toutes les parties. Quand je dis jouer, c'est jouer sur toute la technique des réglages, puisque tu pouvais absolument tout changer. Tu vois, tu as un monticule de molettes qui te permettent de régler les compressions, les détentes, les valeurs de ressort. Tu pouvais changer les angulaires, changer les déports de T. Bras oscillants, les hauteurs, tout. Exactement Ouais. pareil à l'arrière. Tu pouvais changer ta géométrie arrière, ton fonctionnement, ta linéarité de ton fonctionnement de géométrie arrière. Donc, c'est une moto qui était open. T'as une moto de Grand Prix 400, quoi. C'était une moto, voilà, c'est vrai. 1996, Et oui, une étape importante. étape importante parce que, si tu veux, dans la conception de la moto, petite révolution, on passe d'une moto avec un cadre, entre guillemets, de vélo, à un châssis poutre sur lequel vient s'accrocher le moteur. Donc, c'est pas non plus révolutionnaire dans le sens où ça avait déjà été plus ou moins fait, mais applicable et appliqué sur la moto de route, là, ça devient quelque chose un petit peu de nouveau. Et SRAM nous a apporté combien de titres? Mince, question piège, faut que je regarde. Je vois 2 numéro 1. Oui, non, mais pas mal de titres. Bah, si tu veux, là, on a ramassé, à partir de ce moment, quand même pas mal de titres, c'est vrai. Beaucoup de victoires, c'est vrai aussi. C'est vrai parce que la moto était bien. Comme la moto était bien, si tu veux, tu avais dessus des pilotes qui se servaient de la moto comme il faut. La 1000, Oui. le Saint Graal, le maximum power, le pneu arrière qui fume, les wheelings dans tous les sens. Voilà, n'en rajoute pas. Une moto d'endurance, une vraie moto d'endurance, la dernière née de chez Suzuki, toute blanche vêtue. Enfin quand même, ça a commencé en 2000, la 1000. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, le pilote ne se plaignait plus du manque de chevaux. Attends. Un pilote de naissance, ça se plaint toujours. Ça n'a jamais assez de puissance. Quand tu as de la puissance, le châssis n'est jamais assez bon pour passer la puissance. Donc un pilote, c'est fait comme ça. C'est fait pour aller au-devant de la performance. Même si tu en as, ils en veulent encore plus. Alors plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire du moteur, mais ça veut dire du châssis, des pneumatiques pour passer ce surplus de puissance. Donc voilà, ton pilote, il sera jamais content. Tu sais, quand on a commencé dans les années 80, on avait une moto qui était fabuleuse, on n'en voyait pas le bout. Plus récemment, en 90, il y a une 1100 Suzuki qui était décrite comme le monstre jamais égalé et ne pouvant jamais être dépassé. Un 1100, ça faisait 150 chevaux. T'imagines, on est d'origine avec une moto qui fait pratiquement 175 chevaux. Et on la trouve facile à conduire par rapport à la 1100. Donc tu vois, Des océans, des déserts, sans prendre le temps de s'arrêter.